Je suis aujourd'hui loin de mon pays et loin du paysage familier de ma ville natale. Dans mes pensées, je revois le pays tel qu'il était et tel que je souhaite le retrouver. Cher Monsieur Thibault, votre lettre du 17 août m'a fait plaisir. Je suis bien content que vous vous portiez mieux. Assigné à résidence, avec son épouse Gisèle et sa fille Adèle, dans un appartement, place de l'Horloge à Haut-Villard, Bruno Kurzweil rédige une lettre. Quant à nous, c'est bien vraisemblable qu'on va nous faire partir d'ici. C'est tout incertain. Notre destin, hélas, non seulement le mien, mais aussi celui de ma femme et de ma fille. J'ai pris mes précautions en demandant à ma patronne de garder toutes mes affaires jusqu'à ce que je puisse me faire entendre. Vous excuserez la brièveté de cette lettre, mais vous comprenez, je suis dans une situation bien alarmante et très chargée de travaux de préparation. Il n'aura pas le temps de déposer cette ultime missive dans le bureau de poste qui fait face à leur maison. Aux premières heures, la famille est interpellée par la gendarmerie dans le cadre d'une grande rafle, ordonnée par le gouvernement de Vichy, de tous les juifs étrangers recensés dans la zone encore libre. Leurs effets personnels et valises, abandonnés à leur départ, seront plus tard mis sous scellé et stockés dans une dépendance de la mairie d'Haut-Villard. Tombés dans l'oubli depuis 1945, les affaires de la famille Kurzweil n'auraient certainement jamais livré leurs secrets sans la perspicacité, 45 ans plus tard, de Pascal Caïla, qui préparait alors sa maîtrise en histoire et eut vent de leur existence probable. Aujourd'hui minutieusement conservées dans le grenier paternel, ces malles se sont ouvertes sur un passé tragique, révélant ce que furent la vie en Autriche et le parcours de cette famille, dont le seul handicap était d'être d'ascendance juive. En ce 26 août 1942, la préfecture du Tarn-et-Garonne a réquisitionné bus et camions privés pour cette sinistre besogne. Celui des entreprises Vallès, négociant en fruits et légumes, est chargé de parcourir l'ouest du département, de Montauban à la Magistère, en passant par la Villedieu, Castelsarrasin, Haut-Villard, Valence d'Agen et Moissac au retour. Embarqué avec d'autres familles juives, Bruno voit défiler leurs années fastes à Graz, en Autriche. Son mariage avec Gisèle en 1922, la naissance de leur fille unique, Adèle, en 1925. Les journées de détente entre amis. Les vacances en Méditerranée. Et surtout son métier d'avocat au sein du cabinet d'Arnold Eisler, où il était plus particulièrement chargé de gérer les affaires du Parti social-démocrate, principal opposant au régime autrichien. Mais en 1934, tout bascule après l'accession d'Hitler à la tête de l'Allemagne. En Autriche, le chancelier Dollfuss instaure un régime autoritaire, prononce la dissolution du Parlement autrichien et du Parti social-démocrate, dont les principaux dirigeants sont contraints à l'exil. En 1938, Hitler accélère le processus d'annexion de l'Autriche. À Graz, les nazis styriens et leurs partisans exultent. Le 24 février, ils sont 20 000 à envahir la place de l'Hôtel de Ville, où le drapeau autrichien est remplacé par la bannière à croix gammée. Le 12 mars, les troupes allemandes entrent sur le territoire autrichien qu'elles occupent sans combattre. C'est l'Anschluss. L'Autriche devient province du Reich. En avril, Hitler parade à Graz devant une foule totalement acquise. Les Kurzweil vont alors subir rapidement les premières mesures de discrimination touchant les Juifs et les opposants politiques. En juin, Bruno se voit notifier l'interdiction d'exercer sa fonction d'avocat. En juillet, Adèle apprend que l'accès à l'enseignement public lui sera interdit dès la rentrée. En septembre, les comptes bancaires de la famille sont bloqués. Dès lors, ils vont opter pour l'exil à Paris, où sont déjà réfugiés les principaux cadres du Parti social-démocrate. En possession de leur passeport à l'effigie du Reich, ils quittent Graz par le train fin septembre, et après un bref séjour en Suisse dans l'attente de leur visa français, ils arriveront à Paris le 19 octobre 1938. Les Kurzweil vont considérer leur passage en France comme l'opportunité d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, loin des turbulences autrichiennes. Bruno s'inscrit auprès de l'Alliance française pour perfectionner son français et suit des cours de droit international à la Sorbonne.
Il reste très actif au sein de l'AVOS, créé par Otto Bauer, figure historique de la social-démocratie, et Joseph Buttinger, leader des socialistes révolutionnaires. L'AVOS fédère depuis mai 1938 l'ensemble des forces sociales autrichiennes en exil, depuis son siège, avenue Truden à Paris. Gisèle prépare un diplôme en soins esthétiques et Adèle participe aux activités du groupe des Faucons Rouges, créé en décembre 1938, qui réunit essentiellement des enfants d'exilés autrichiens. Le 30 avril 1939, Adèle et les Faucons Rouges, parés de leur chemise bleue et d'un œillet rouge à la boutonnière, assistent à l'inauguration du mémorial érigé sur la tombe d'Otto Bauer, décédé en juillet. Quelques semaines plus tard, le groupe participe à un camp d'été dans une auberge de jeunesse du Plessis-Robinson, au sud de Paris. Pour les adolescents, ce séjour, rythmé par le sport, les jeux, l'amitié, les discussions politiques, restera à jamais un merveilleux souvenir. Mais le 3 septembre 1939, la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne vient bousculer l'équilibre de vie retrouvé par les Kurzweil. Considéré comme un ennemi de la France en tant que ressortissant du Reich, ou à tout le moins comme un agent possible de la 5e colonne, Bruno est interné au camp d'étrangers de Meillet-du-Maine, un espace précaire aux conditions de vie spartiates. Libéré en décembre, il retrouve son épouse, qui entre-temps a déménagé au 78 de la rue Botzaris. Parallèlement, Adèle et les Faucons Rouges sont mis à l'abri à la Villa Helvetia, à Montmorency, dans une maison d'enfants de l'OSE, où alternent éducation, exercice d'alerte, jeux, rencontres sportives croquées par Adèle qui adore dessiner. Malheureuse loin de ses parents, elle échange de nombreux courriers et insiste pour retourner vivre auprès d'eux, à quoi son père répond « Tes petits malheurs n'ont aucune importance. Tu dois persévérer dans tes études, car après la chute d'Hitler, l'Autriche se relèvera et il y aura du travail. » Au mois d'avril 1940, il lui écrit « Nous avons maintenant définitivement un poste de radio et je m'en occupe. Tu peux te l'imaginer, bien de temps. Le matin, je suis au bureau, l'après-midi chez nous. Tu vois, une vie tranquille. Rien de nouveau chez nous et beaucoup de nouveau dans le monde. Maintenant, je suis convaincu que tout va bien. » Cependant, en mai 1940, les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas et la Belgique, contournent la ligne Maginot par les Ardennes et envahissent rapidement le nord et l'est de la France, jetant les populations par centaines de milliers sur les routes de l'exode. Le 6 juin 1940, Adèle et ses camarades sont évacués au château de Montintin, près de Limoges, et le 9 juin, Bruno et Gisèle sont autorisés à rejoindre Montauban, ville désignée par le ministère de l'Intérieur au groupe des exilés du Parti socialiste autrichien. Mi-juin 1940, ils débarquent en gare de Montauban. Sur place, ils découvrent une ville ensoleillée où règne une incomparable effervescence. L'arrivée massive des repliés de Belgique et du quart nord de la France engendre un quasi-doublement de la population. Les Kurzweil et les autres familles socialistes autrichiennes sont aidées par la municipalité et leurs camarades socialistes de Montauban, le député Marcel Guéret et le secrétaire fédéral de la SFIO, André Hinard en tête. Ils résideront successivement chez Madame Détroit, cité des Jardins à Lalande, au 112 avenue Gambetta, au 12 rue d'Enfer-Rochereau et, pour finir, au 22 avenue Saint-Michel, chez Monsieur Huot. Le 22 juin, le gouvernement français signe l'armistice à Rotonde, dans ce wagon même où l'Allemagne avait signé sa capitulation en 1918. Une forme de revanche pour Hitler. L'occupant établit alors très vite une zone occupée et une zone libre séparée par une ligne de démarcation, et le gouvernement, dès lors installé à Vichy, adopte un premier statut des Juifs le 4 octobre 1940. Les étrangers de race juive pourront être internés dans des camps spéciaux. Les Juifs étrangers pourront en tout temps se voir assigner une résidence forcée. Devenu le chef de l'AVOS à Montauban depuis le départ des socialistes les plus éminents aux États-Unis, Bruno Kurzweil est très actif auprès de ses camarades d'exil et s'occupe notamment de répartir les aides reçues de New York auprès des plus nécessiteux. Adèle, qui a rejoint ses parents à Montauban, fait son entrée en classe de 4e au lycée Michelet,
accompagnée de son amie du groupe des Faucons Rouges, Madeleine Parisé. Passionnée de lecture, elle fréquente assidûment la bibliothèque municipale les jeudis et dimanches. Le 6 novembre 1940, Montauban en Liesse reçoit la visite officielle du maréchal Pétain. Le second statut des Juifs du 2 juin 1941 ne fera que préciser qui doit être considéré comme juif, en référence à la religion des parents, et leur intimera l'ordre de se faire recenser, ce que Bruno fera le 28 juillet. Dès lors, il leur devient urgent d'accélérer le processus de départ vers les États-Unis. Mais une nouvelle brutale émanant de Joseph Buttinger, émigré à New York, parvient à Bruno. La majorité des 130 amis qui appartiennent à notre groupe et qui comptent sur notre assistance ne peuvent plus rien attendre de nous. S'ils peuvent obtenir des visas eux-mêmes, nous pouvons continuer notre assistance financière. Le Mexique devient alors leur destination privilégiée. Le 12 novembre 1941, les Kurzweil sont avisés par le Centre américain de secours que le consulat mexicain à Marseille a reçu leur visa. Bruno effectue le voyage, mais alors que tout semble en ordre, leurs visas ne sont finalement pas délivrés. Toutefois, et ultime espoir, en janvier 1942, la préfecture du Tarn-et-Garonne leur délivre un sauf-conduit, faisant office de passeport, les autorisant à se rendre au Mexique, par Marseille, par chemin de fer et bateau. Là encore, la démarche est vaine, et le consulat n'a toujours pas leur visa. Adèle est maintenant en classe de 3e, toujours au lycée Michelet, et exprime à la fois la nostalgie de son pays natal et son quotidien de jeune fille bien intégrée à la vie montalbanaise. J'organise ma vie future jusque dans les moindres détails, et je pénètre parfois si profondément dans ces idées que je me réveille après brusquement, comme si j'avais dormi. Le 4 mai, tous les exilés juifs sont expulsés de Montauban et les Kurzweil sont assignés à résidence à Haut-Villars, petit village perché sur les bords de la Garonne, avec 3 autres familles, les Weisselberg, le couple Weinwitsch et la famille Roth. Bruno et Gisèle résident quelques semaines à l'hôtel Bonne Étape, puis s'installent en location aux 3 places de l'Horloge. Ils multiplient alors les démarches d'émigration vers le Mexique, mais en vain. Un courrier les avise, aucune nouvelle autorisation de visa pour vous n'est parvenue au consulat du Mexique. Adèle obtient l'autorisation préfectorale de rester à Montauban pour y terminer ses études au lycée Michelet. Elle est hébergée chez Marguerite Weiss, une amie de la famille, et un sauf-conduit mensuel l'autorise à rendre visite à ses parents. Pour se distraire, lors de ses week-ends à Haut-Villars, elle dessine la tour de l'Horloge, crée des modèles de vêtements, écoute la TSF. Pour moi, la TSF est un plaisir. Il y a d'abord le plaisir d'écouter la musique. Mais quel plaisir j'éprouve le soir quand j'écoute des airs d'opéra, et particulièrement des opéras que j'ai vus sur scène. Certains morceaux de musique agissent sur moi comme un beau livre. Ils me transportent ailleurs et me rappellent des jours passés. À Paris, les 16 et 17 juillet, 13 000 juifs sont raflés, parqués au Veldiv dans des conditions inhumaines, puis transférés à Drancy, qui devient la plaque tournante de la déportation juive. À Vichy, René Bousquet, sur ordre de Laval, prépare une opération similaire en zone libre, les Allemands exigeant 15 000 juifs supplémentaires. L'opération est lancée simultanément dans tous les départements le 26 août 1942. Au soir de ce 26 août, après que les véhicules réquisitionnés aient parcouru le département, 211 juifs, dont 39 issus du Lot, sont internés dans 2 baraques du camp de Jude à Sepfond. Ce camp a été créé pour interner les réfugiés républicains espagnols et les populations juives de l'Est fuyant l'Allemagne d'Hitler. Il est devenu dès lors un centre de triage régional pour les étrangers jugés indésirables ou en situation irrégulière, arrêtés dans le département. Au cours de leur détention dans ce centre de transit, Bruno Kurzweil comprend alors qu'il n'a aucune chance d'être entendu, comme il l'écrivait dans sa dernière missive. J'ai pris mes précautions en demandant à ma patronne de garder toutes mes affaires jusqu'à ce que je puisse me faire entendre. Dans la nuit du 2 au 3 septembre, les 211 raflés sont acheminés à la gare voisine de Caussade et intégrés à un important convoi régional à destination du camp de Drancy. Alors que le convoi s'ébranle, Bruno réalise que leur destin n'est plus entre ses mains.
et qu'il a certainement eu tort d'inscrire volontairement sa famille aux 2 recensements des Juifs organisés par Vichy, au lieu de se fondre dans l'anonymat pour tenter de fuir. Sans doute envisageait-il alors ces recensements comme une protection française de nature à éviter la déportation en Allemagne. Arrivés à Drancy le 4 septembre, les Kurzweil et 203 autres victimes de la rafle venues de Sept-Fonds quittent la gare du Bourget entassés dans les wagons de marchandises du 30e convoi, leur dernier voyage. Dans la promiscuité des wagons plombés, au milieu des cris, des râles, des gémissements, enveloppés d'une odeur pestilentielle, Adèle, blottie contre lui, regrette-t-il sans doute alors de n'avoir pas donné suite aux diverses propositions d'exfiltrer sa fille vers les États-Unis et le Mexique. Et le train de la mort roule inexorablement vers leur fin proche.